Bonjour à tous. Bonjour. Alors, on va attendre quelques minutes, le temps que tout le monde puisse se connecter avant de démarrer ce webinaire. Il y a déjà une douzaine de personnes qui sont en train de grimper. On se laisse encore une minute, Benjamin, puis on y va. Ouais, on démarre dans une minute. Ok, je propose qu'on démarre. Donc bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire que je vais avoir le plaisir d'animer avec Joachim Treyer de Costhaus. Bonjour à Donc toutes moi et je tous. suis Benjamin Ellenbogen. On a souhaité avec Joachim vous faire un webinaire là, sur les impacts du nouveau modèle SIGREF qui vient de sortir ces dernières semaines pour vous partager un petit peu les impacts qu'a ce nouveau modèle sur les pratiques de pilotage au sein des DSI. On a régulièrement fait des conférences communes avec Joachim, donc Joachim qui est de chez Costhaus. Costhaus est spécialisé en performance économique et Isis, nous, on est spécialisé sur le pilotage des organisations. Et comme ces deux disciplines qui sont très liées, très dépendantes l'une de l'autre, il nous apparaît intéressant depuis un certain temps déjà de partager cette problématique de pilotage au sens large, tant sur le pan de la perf économique que de la performance opérationnelle. Sur ce webinaire, vous pouvez poser vos questions en bas à droite dans Livestorm. Vous avez un petit bouton questions qui vous permet de poser des questions et on les traitera alors soit au fil de l'eau, selon la nature des questions, soit en fin de séance à la fin de ce webinaire. On va rentrer dans le vif du sujet, donc juste rapidement pour se présenter. Donc moi je suis Benjamin Ellenbogen, je suis directeur associé chez Isis et j'interviens depuis une vingtaine d'années sur les problématiques de pilotage des organisations et en particulier sur le pilotage des portefeuilles d'activités de grandes organisations et particulièrement dans des grandes DSI. Et donc je vais être accompagné aujourd'hui pour animer ce webinaire de Joachim, à qui je vais laisser la parole. Merci Benjamin. Donc, bonjour à toutes et tous. Joachim Treyer. Donc, moi, je suis directeur général de Costhaus. On vous dira deux mots de qui on est, Benjamin et moi, juste après. Et il se trouve que j'ai aussi le plaisir, depuis maintenant une douzaine d'années, d'accompagner le SIGREF pour le pilotage du groupe de travail lié au pilotage économique de l'IT. Et on aura largement le temps de revenir sur le sujet, puisque c'est de ça dont on va parler ensemble ce matin. Merci Joachim. Rapidement pour présenter nos cabinets respectifs. Donc Isis, c'est un cabinet qui existe depuis 2007. On a une quarantaine aujourd'hui. On a environ 150 références grands comptes. Et on a un cabinet expert sur deux sujets. Le premier, c'est le pilotage des organisations. Je vais vous en dire un mot. C'est ce qui va animer nos débats aujourd'hui. Et la moitié de notre activité et de nos effectifs qui sont sur l'innovation en santé et en social. C'est pas le sujet du jour, mais c'est vraiment un domaine d'expertise fort du cabinet. Juste sur le pilotage des organisations, on a trois types de prestations. Des prestations de type conseil, on intervient sur des phases amont souvent pour construire des visions, pour travailler sur des modèles de pilotage ou des modèles culturels des organisations.
et aider nos clients à mettre en place, à choisir des dispositifs, outillés ou pas, pour les aider à piloter leurs activités. On a un second métier au milieu qui est solution, où là, on va intervenir en tant que maître d'œuvre ou en tant que maître d'ouvrage sur la mise en place de systèmes informatiques, en particulier des outils de gestion de portefeuille ou des outils collaboratifs de gestion de projet, par exemple, avec des expertises sur certaines de ces plateformes-là. Donc, on fait du diagnostic, de l'intégration et de l'expertise ponctuelle. Et troisième type de prestations, des prestations plus de type AMO derrière, où on va travailler sur des sujets autour du PMO d'entreprise, sur l'animation de rituels d'entreprise comme des Release Planning Day ou des PI Planning, par exemple, et sur les sujets de conduite du changement. Et voilà, et donc on a, je vous disais, beaucoup de références dans pas mal de secteurs d'activité, mais on vous enverra de toute façon un replay du webinaire, enfin, où vous aurez l'ensemble des diapositives, donc vous pourrez y faire référence après. Joachim, je te donne la main. Merci Benjamin. Donc pour ma part, côté Costhouse, vous avez ici sur cette planche le descriptif de nos activités. On est un cabinet de conseil qui est spécialisé sur un seul et unique sujet qui est la performance économique, ce qui se décline, comme vous le voyez en haut à gauche de l'écran, par quelques natures de chantier. Le premier d'entre eux, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie des coûts. On aide nos clients à y voir clair sur leur structure de coûts, typiquement par la mise en place de modèles de costing, modèles de pilotage économique. Et quand on est dans le monde de l'IT, on s'appuie très naturellement sur les référentiels du SIGREF, dont on va reparler longuement dans la suite. Et puis, une fois qu'on a cette vision claire des coûts, on est amené à travailler sur des sujets de benchmark. On anime un groupe de benchmark depuis maintenant une douzaine d'années sur les sujets IT. On peut être amené à travailler sur des chantiers de compétitivité ou des chantiers de simulation économique. Et tout ça, on le fait dans une optique de conseil outillé, c'est-à-dire qu'on part du principe que notre métier, c'est pas de faire des slides PowerPoint, mais c'est vraiment d'aider nos clients de façon concrète. Et c'est la raison pour laquelle on a aussi développé une suite logicielle qui s'appelle Balotia, qui permet de mettre en œuvre les modèles de costing typiquement. Et pour juste donner un panorama, on est à peu près aussi nombreux que nos amis de Isis. On est aussi une quarantaine, répartis entre la France, le Brésil, le Maroc et la Suisse. Et pour vous donner un aperçu des acteurs chez qui on travaille, là aussi vous aurez la présentation. Ce qui est intéressant quand on regarde cette diapositive, c'est pas de regarder la liste des acteurs chez qui on est intervenu, mais c'est plus de voir que ces problématiques de pilotage économique IT s'appliquent à des secteurs d'activité très divers et à des structures de taille, là encore, très diverses. C'est-à-dire qu'on a des petites structures, et c'est pas du tout péjoratif, mais qui ont des budgets IT de 1 ou 2 millions d'euros, jusqu'à des structures qui pèsent plus d'1 milliard de coûts IT. Et donc, en fait, on se rend compte que finalement, les sujets, quelle que soit la taille et les secteurs d'activité, sont à peu près les mêmes. On se pose les mêmes questions et on essaie de trouver des réponses cohérentes au sein de ces entreprises. Et je vous ai parlé benchmark. On a une approche du benchmark, pour finir notre présentation, qui est un peu différente de ce que vous voyez habituellement, puisqu'on n'a pas la prétention d'avoir des milliers de points dans le monde entier. En revanche, on fédère un groupe qui rassemble les acteurs que vous avez ici. Donc, il y a une trentaine de DSI aujourd'hui qui sont dans notre groupe de benchmark, qui partagent leurs chiffres à livre ouvert. Donc, chacun connaît les chiffres des autres. Évidemment, ça reste confidentiel au sein du groupe. Et ce sont des gens qui, donc, progressent par des retours d'expérience selon un ensemble de sujets qu'ils définissent chaque année. Donc, par exemple, sur l'année 2022, on a parlé de la dette technique, du pilotage de l'empreinte carbone, de l'analyse des coûts de poste de travail, de la facturation des services, etc. Et donc, c'est une approche benchmark, surtout en termes de retour d'expérience et d'apport entre les participants. Je n'en dis pas plus. Et on vous propose justement de rentrer dans le vif du sujet et d'aborder les impacts du nouveau modèle SIGREF sur les pratiques de pilotage des DSI. Alors, je pense qu'autour de la table virtuelle, la plupart d'entre vous savent qui est le SIGREF, mais c'est peut-être quand même intéressant d'en redire un mot. Notamment, je vois qu'il y a des personnes connectées depuis la Suisse ou depuis le Maroc. Alors au Maroc, vous avez d'ailleurs l'OSIM, qui est le cousin germain du SIGREF et qui collabore bien. On était aux assises de l'OSIM pour parler de ces sujets-là. Donc le SIGREF, en quelques mots, c'est une association de grandes DSI en France qui rassemble, je crois, les 250 plus grandes DSI et qui anime un certain nombre de groupes de travail sur des sujets variés, le référentiel des compétences qui est très connu, par exemple, mais notamment le sujet du pilotage économique de l'IT, avec des travaux qui ont démarré au début des années 2000, ça commence à remonter, et dans une logique de cohérence, c'est-à-dire que ce modèle qui a été proposé dès 2006,
il vit, et il vit sous l'angle de l'évolution des métiers de l'IT. C'est-à-dire qu'il y a eu une version en 2009, une version en 2014, une en 2018 et la dernière en 2022. Pourquoi ? Parce que le volet, lui, financier, il ne bouge quasiment pas. On parle toujours de vue financière, P&L cash out, de mécanismes d'amortissement, d'immobilisation qui ne changent pas tellement au fil du temps. En revanche, les métiers de l'IT, eux, ils évoluent. Et c'est justement l'objectif, c'est d'avoir un modèle qui soit d'une part pérenne, mais qui s'adapte aux évolutions des métiers. Et la version 2022 de ce modèle, elle a principalement pour objectif de faire un focus sur ce que vous voyez ici à l'écran, c'est de mieux prendre en compte dans un modèle de pilotage économique le volet cloud dans une approche FinOps, et donc on va en parler juste après, de regarder aussi comment on peut piloter de façon efficace les coûts et la valeur des projets menés en mode agile. Donc ça, c'est la deuxième thématique qui a été creusée dans cette version 2022 du modèle. Et puis le troisième sujet, c'est un sujet, alors j'allais dire à la mode, mais c'est pas juste un effet de mode, c'est une réalité qui nous concerne tous, c'est d'arriver à avoir un pilotage de l'IT en termes d'émissions de gaz à effet de serre, et donc de faire en sorte que l'IT contribue aussi à l'effort de réduction des émissions carbone que toutes les organisations sont amenées à faire. Donc ça, c'est les trois grandes thématiques que l'on va aborder en complément avec Benjamin pour voir justement quels seront les impacts de ces thématiques en termes de pilotage aussi des organisations. Alors, pour vous donner juste un aperçu, mais extrêmement, on va dire, au vol du modèle SIGREF, ce que vous avez ici à l'écran, c'est l'architecture globale de ce modèle. Je ne vais pas rentrer dans tous les méandres et on pourrait y consacrer une journée entière, mais ce que vous voyez, en fait, c'est un mécanisme de consommation. C'est-à-dire que, en fait, on veut piloter typiquement les coûts de l'IT, et la première des questions qu'on va se poser, c'est à qui bénéficie l'IT. Et si on part de la droite du schéma, on voit qu'il y a des clients. Et les clients de l'IT, ce sont les métiers dans l'entreprise, ce sont peut-être des filiales qui vont consommer les services de l'IT, qui vont consommer des produits. Et justement, quand on remonte la chaîne de droite vers la gauche, on voit arriver cette notion de produit. Donc une DSI met à disposition des produits. Ces produits se décomposent souvent à l'étage d'avant dans le logique de service métier avec une vision run, une vision build. On a aussi encore à l'étage d'avant des services IT qui sont des choses purement techniques, qui vont intéresser les DSI en termes de pilotage, de compréhension des coûts, mais qu'on ne va pas montrer à des métiers. Et puis en fait, ce qu'on se dit, c'est que pour être capable de mesurer et de calculer le coût des services, on va devoir s'appuyer sur une logique d'activité, c'est-à-dire qu'on va considérer que pour fournir un service, on va consommer des activités opérationnelles de run, on va consommer du change, du build, et puis des activités transverses dites enable dans le référentiel SIGREF. Et pour finir, ces activités elles-mêmes vont consommer l'ensemble des ressources, c'est-à-dire l'ensemble des natures de dépenses qui sont gérées par une DSI, donc que ce soit du personnel, des prestataires, du matériel, du logiciel, du cloud, on va en parler, des coûts télécoms ou des frais de structure. L'idée, c'est que on a bien 100% des dépenses à chaque étage de ce modèle, et on va avoir des axes d'analyse différents. On sera capable de regarder les coûts opérationnels au niveau des activités, on sera capable d'avoir la vision des coûts complets des services, qui permet d'avoir un dialogue vertueux avec les métiers, à qui on va dire, voilà, le coût complet de tel service, c'est tant, et ça va aussi permettre de déplacer un peu la problématique qui consiste souvent à dire l'IT coûte cher, c'est un gouffre. Très bien, en fait, c'est pas si simple que ça. L'IT peut être considéré comme cher, mais en fait, c'est souvent cher parce qu'il y a des demandes des métiers qui sont à l'origine de ces coûts. Et c'est intéressant de pouvoir avoir ce dialogue avec les métiers qui montre justement d'où viennent les dépenses et ce qu'on peut faire pour essayer de les améliorer. Au cœur de ce modèle SIGREF, on a le fameux modèle d'activité, c'était la deuxième colonne de mon schéma précédent, et ici vous avez, alors on ne va pas non plus zoomer sur chacune des petites boîtes, mais vous avez en fait une proposition d'un référentiel générique des activités qui permettent de faire tourner une DSI, et c'est structuré, vous voyez, en trois grandes strates horizontales. Quand on regarde le haut, c'est la partie build ou change, selon les termes que l'on veut employer, qui permet de prendre en compte aussi bien les approches agiles qui se déploient largement, mais aussi les approches waterfall, cycle en V traditionnelles. Dans le centre, en bleu, vous avez toutes les activités liées au run. Et là, on va bien sûr trouver les activités d'exploitation, de support. Vous voyez les petites coches rouges qui montrent les activités qui sont des activités humaines, c'est-à-dire qui sont opérées par des personnes. Et puis celles qui n'ont pas de coche, qui représentent plus la nature des infrastructures, des logiciels, des télécoms qui interviennent dans les coûts d'une DSI. Et puis enfin, la tranche ou la couche en bas, dite enable, rassemble les activités transverses de management, de gouvernance, de gestion administrative. Donc ça, c'est le cœur du modèle. C'est aussi ça qui permet de faire du benchmark, parce que finalement, quelles que soient les DSI, elles ont toutes
peu ou prou les mêmes activités. Alors peut-être avec des noms un peu différents, mais on retrouve ces activités et c'est assez facile de s'y référer. Et donc c'est une bonne trame de travail pour structurer un modèle de coût et faire du benchmark. L'articulation entre un modèle de coût et un modèle de pilotage, on essaie de le présenter sur ce schéma, où vous voyez apparaître en fait plusieurs choses. On voit en haut au centre cette logique de modèle économique, de modèle de costing, mais finalement un modèle comme ça, il n'est pas isolé du reste. Il va s'alimenter d'un ensemble de données, des données financières que vous avez à gauche, des données techniques, puisqu'on est bien sur un modèle technico-économique, c'est-à-dire qu'on va valoriser des coûts à partir de données financières qu'on va croiser avec des données qui vont être issues de saisie de temps, d'une CMDB, d'un outil de ticketing. Ce modèle va aussi s'appuyer sur des référentiels d'activités, de cartographie applicative, de projets, et va bien sûr fournir en sortie des résultats qui vont permettre d'analyser les coûts complets par service, mais aussi par activité, par ressources, que ce soit en vision réalisée ou vision budgétaire. Et tout ça reboucle avec la logique de portefeuille que vous avez en bas, qui, elle, va gérer, je vais laisser Benjamin développer ça, mais des portefeuilles aussi bien de projets que d'applications et d'activités au sein de la DSI. Donc c'est effectivement ces deux disciplines qui se nourrissent mutuellement, hein, et en entrée de la gestion de portefeuille, on va retrouver des éléments qui viennent directement des moteurs de costing. On peut retrouver des éléments comme les taux journaliers moyens, par exemple, par profil de collaborateurs, qui sont de nature à permettre de faire des valorisations coût complet sur les projets pour connaître le coût des projets, le prévoir ou le mesurer. Et ce qui est intéressant, et à contrario, pardon, les solutions souvent de gestion de portefeuille sont des supports de time tracking, c'est-à-dire qu'ils vont collecter les temps passés des collaborateurs, notamment en lien avec les activités humaines dont parlait Joachim sur la diapositive précédente. Et ces éléments qui vont permettre de mesurer un petit peu l'activité des collaborateurs sont de nature à alimenter, via le modèle SIGREF, le moteur de costing pour lui expliciter un petit peu sur quoi les gens passent du temps, grosso modo. Donc c'est pour ça qu'on retrouve un lien avec la saisie des temps et le budget qui est réinjecté dans le moteur de costing. Ce qui est intéressant, alors donc ça c'est je dirais les dépendances qui existent entre la performance économique et le pilotage d'activité. On voit bien que ces deux disciplines se nourrissent. Ce qui est intéressant, c'est que le modèle SIGREF, il intervient à plusieurs étages là-dedans. C'est ce qu'on a essayé de faire apparaître en vert ici. Donc le modèle SIGREF et en particulier les nouveautés qu'on va vous présenter juste après vont impacter la façon dont on a de gérer nos budgets. Donc c'est pour ça qu'on a mis en haut à gauche mise à jour des natures de dépenses. On va y revenir après. Va impacter également les macro-activités qui ont été présentées sur la diapositive précédente. Donc ça va influencer la façon dont on saisit des temps. La mise à jour du modèle en tant que tel, évidemment, doit impacter le modèle de costing. On voit bien qu'en sortie du modèle de costing, il y a ce sujet des équivalents carbone, enfin, équivalents CO2 qui vont être impactés. Et il y a un gros impact aussi potentiel sur la structure des portefeuilles qu'on va gérer, lié au pilotage Cloud FinOps. On verra que ça a une incidence sur la façon dont on peut structurer les portefeuilles d'activité. Lié à l'agilité. Alors, c'est déjà quelque chose qui est ancré dans pas mal d'organisations. On voit déjà que des portefeuilles sont impactés par ça dès aujourd'hui, par une logique de pilotage de produits, par le fait de rendre tangible des notions de tribu ou de squad, par le fait de traiter des sprints et ce genre de choses. Donc, on voit que ça l'influence déjà, mais ça va le faire de plus en plus fortement. Et puis, même l'empreinte carbone, qui était la troisième thématique phare qu'on souhaite adresser aujourd'hui, va aussi avoir une incidence sur la gestion de portefeuille. On y reviendra plus tard, mais surtout sur la partie KPI et gouvernance. Donc ça, c'est vraiment le schéma d'ensemble qui permet de comprendre un petit peu là où va les impacts du modèle SIGREF sur ce schéma-là. Joachim, je te redonne la main. Oui, merci. Donc, on va développer un peu plus avant les grandes thématiques nouvelles de la version 2022 du référentiel SIGREF. Hein. Comme je le disais, ça concerne le sujet Cloud FinOps, le sujet agilité et le sujet empreinte carbone, toujours dans une logique de cohérence dans le temps du modèle. C'est-à-dire que ce modèle 2022 ne casse pas ce qui existait avant, ça l'enrichit et ça le rend plus pertinent par rapport au métier. Et donc, le sujet du cloud, il existe dans le modèle SIGREF depuis la version 2014. Mais en l'occurrence, on a voulu, dans la version 2022, aller un cran plus loin, et notamment en intégrant bien les métiers du FinOps qui se déploient dans la plupart des DSI pour montrer que ça devient une composante importante, mais pas unique, du pilotage financier de l'IT. Et justement, si on regarde un peu le positionnement du FinOps, un FinOps aujourd'hui, son rôle majeur, ça va être de gérer et d'optimiser les dépenses que l'on va trouver dans un environnement souvent multi-cloud. C'est-à-dire que vous allez faire appel à plusieurs grands fournisseurs, que ce soit des Amazon, Azure, Google Cloud ou autres.
Le sujet du pilotage financier de l'IT, ou autrement appelé ITFM, a bien sûr une intersection avec le volet FinOps, puisqu'il va falloir gérer l'ensemble des coûts. Et donc, on est dans une optique d'analyse du coût complet de l'ensemble des services pour fournir une transparence et potentiellement permettre ce qu'on va appeler un showback, donc présenter les coûts complets, voire une refacturation des coûts IT. Donc, on a bien une cohabitation de ces deux sujets-là au sein d'un modèle de costing. Et pour qu'on soit très concret, aujourd'hui, l'impact des nouveautés du modèle 2022 sur les sujets Cloud FinOps, vous les retrouvez dans les 4 blocs qui sont présentés ici, là, dans les petits rectangles. Le premier impact qui est très, très pragmatique, c'est que dans la structure budgétaire de l'IT, il n'y avait pas jusqu'à aujourd'hui des rubriques dédiées au cloud. Maintenant, il y en a, c'est-à-dire qu'on a identifié de façon très très claire 3 rubriques, l'une dédiée au IaaS, une deuxième dédiée au PaaS et une troisième dédiée au SaaS, c'est-à-dire qu'on va pouvoir ranger les dépenses selon ces 3 catégories de façon propre, et du coup, rendre plus propre aussi les autres rubriques, c'est-à-dire qu'avant, on mettait du SaaS dans la prestation de service, des choses qui n'étaient pas forcément idéales, là, les choses sont bien mieux rangées. À l'étage des activités, on va retrouver 2 activités majeures dédiées au cloud. La première, CloudOps, qui concerne en gros l'exploitation du cloud, c'est-à-dire que on avait historiquement dans le modèle SIGREF une activité qui concerne l'exploitation des infrastructures. Cette activité existe bien sûr toujours, mais elle va être dédiée à l'exploitation des infrastructures on-premise. Et de façon miroir, on a introduit une activité d'exploitation du cloud, puisqu'il va falloir que vos équipes puissent gérer des VM, des conteneurs, du serverless, du PaaS, du SaaS, etc. Donc on a cette activité d'exploitation. Et l'autre, qui se situe dans la couche plutôt transverse, vous voyez ici écrit CCOE FinOps. Qu'est-ce que c'est que ce vocable? C'est la notion de centre d'excellence dédié au cloud qui se déploie là encore dans les organisations. Et dans ce centre d'excellence, on trouve la composante FinOps. C'est-à-dire qu'on va avoir les ressources qui vont être dédiées à la montée en puissance du cloud dans les DSI, y compris sur ce volet pilotage financier. Ce qui avant aurait été noyé dans l'activité de gestion administrative qui englobe bien sûr du contrôle de gestion, mais potentiellement aussi des achats, de la RH, etc. Là, on a souhaité isoler dans une activité dédiée tout ce qui était lié au cloud et en particulier au FinOps. Et le dernier rectangle que vous avez à l'étage des services IT, c'est la façon de structurer de façon propre dans un modèle de costing d'une DSI tous les services techniques que vous pouvez provisionner auprès des grands acteurs du cloud. C'est-à-dire que vous allez acheter du IaaS, du PaaS et du SaaS, mais pour faire quoi? Vous allez acheter des VM, vous allez acheter des conteneurs, du stockage objet, du stockage fichier, vous allez acheter du VPN, du load balancing, de la base de données embarquée en PaaS, etc. Et donc, dans le référentiel SIGREF, on a proposé une liste assez générique que vous pouvez ensuite déployer et retrouver chez tous les grands hyperscalers de ce genre de services techniques en expliquant la façon dont on va valoriser ces coûts, c'est-à-dire qu'on explique la manière dont on va pouvoir collecter les coûts auprès des fournisseurs de cloud en mettant en place des politiques de tagging, c'est-à-dire quand vous avez une ressource auprès d'un hyperscaler ou d'un fournisseur de cloud, on peut y associer des tags. Ces tags vont permettre à la fois d'associer les dépenses aux bonnes activités, parce qu'on a cité les 2 qui sont là, mais on a aussi bien sûr les activités d'infrastructure liées au IaaS, au PaaS et au SaaS, et puis ensuite vers les services techniques. Et c'est ces mécaniques-là qui vont ensuite permettre d'allouer ces services techniques aux services métiers en considérant qu'une VM ou un conteneur permet de faire fonctionner un service applicatif et donc un produit qu'on met à disposition d'un client. Donc là, l'idée, c'est d'avoir mis ce focus sur comment est-ce qu'on intègre proprement dans le modèle SIGREF toutes les données liées au cloud. Et ça se traduit in fine, si on regarde ça sur un schéma un peu global, par le fait que vous avez en bas à gauche le contexte spécifique du FinOps qui a pour objectif de gérer finalement une plateforme multi-cloud avec un ou plusieurs fournisseurs de cloud. Et ce volet FinOps va aller alimenter le modèle de costing appuyé sur le référentiel SIGREF en complément des autres données. C'est-à-dire qu'on aura bien sûr toujours encore les données issues de votre compta, de vos ressources humaines, des achats, plus les données techniques, en gardant en tête que dans une DSI, même si le cloud se déploie fortement, les dépenses cloud restent encore largement minoritaires et vont certainement le rester, puisque ce qu'on constate dans notre benchmark, c'est que dans une DSI, il y a 2/3 des dépenses qui sont de la main-d'œuvre, c'est-à-dire du personnel interne ou de la prestation externe. Donc le cloud est un élément important, mais on ne peut pas piloter l'ensemble de la partie économique d'une DSI uniquement avec du FinOps. Il y a bien l'ensemble des deux
qui, intégré dans le référentiel SIGREF, va permettre d'alimenter les résultats qu'on a à droite avec les tableaux de bord de pilotage et jusqu'à des éléments de facturation si on le souhaite. Merci Joachim. Donc effectivement, on voit bien les impacts du Cloud FinOps sur le modèle de costing derrière. À ce titre, on a également des impacts sur la façon qu'on aura de piloter nos activités derrière. Il y a deux impacts majeurs qu'on peut noter à ce niveau-là. Le premier, c'est que ces activités nouvelles que sont CloudOps et dans l'Enable, le Center of Excellence FinOps, sont des activités qu'il va peut-être falloir structurer dans vos portefeuilles d'activités. C'est-à-dire qu'il y a des équipes qui vont travailler dessus. Donc d'une part, c'est peut-être des budgets à allouer, c'est probablement des saisies de temps passé également à mettre en place là-dessus. Et ça va poser des questions sur est-ce qu'on fait du prévisionnel sur ce type d'activité, comment on saisit les temps là-dessus, est-ce que budgétairement, les contributions de ces équipes-là, CloudOps et CCO FinOps, quand elles travaillent sur des projets, est-ce que c'est pris en compte dans le budget des projets ou est-ce qu'elles ont des budgets propres? Donc il y a les questions de refacturation. Tout ça pour dire qu'il y a un impact vraiment sur la structure même des portefeuilles qu'on va créer, dès lors qu'on va avoir des organisations, des activités de ce type-là qu'on va souhaiter piloter dans son organisation. Deuxième impact important, et ça c'est directement lié à ce qu'on voit en haut et au centre là, dans la partie cloud, et dans la granularité, l'expression des budgets, la façon dont on va traiter des natures de dépenses dans un processus de construction et de suivi budgétaire, ça va nous amener à être un tout petit peu plus fin sur les coûts liés à l'infrastructure en mode SaaS, à l'IaaS, au PaaS et au SaaS. Donc ça, les natures de dépenses vont apparaître dans les modèles budgétaires qu'on va implémenter derrière et qui sont outillés souvent par des solutions de gestion de portefeuille. Et le vrai sujet qui peut se poser derrière, c'est d'un point de vue budgétaire, encore une fois, est-ce qu'il y a de la refacturation sur les projets, est-ce qu'il y a de la refacturation client? Et là, il y a quelque chose à construire d'intelligent entre la structure des portefeuilles et le modèle de costing pour tout simplement être capable de produire les visions services et coûts qu'on a en sortie de ces modèles-là. Je te redonne la main, Joachim. Merci bien. On a parlé du cloud, qui était le premier sujet. Le deuxième, qui a été développé plus dans le référentiel SIGREF version 2022, c'est tout ce qui concerne l'agilité. Là encore, ce n'est pas complètement une nouveauté. Les sujets agiles existent dans les versions précédentes du modèle. Et vous verrez qu'en lisant le document détaillé, qui fait une quarantaine de pages, que vous pouvez télécharger sur le site du SIGREF, vous verrez que ce qui a été développé, c'est la façon dont on peut essayer de profiter du modèle économique SIGREF pour mieux piloter les coûts et la valeur de l'agilité. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? C'est parce qu'en fait, le constat qui est souvent fait, c'est que les DSI, elles adoptent des démarches agiles, mais souvent à des rythmes variés. C'est-à-dire que c'est rare qu'on soit complètement à 100% passé à l'agile, et même si c'est le cas, on a pu prendre des approches qui ne sont pas les mêmes que celles de son voisin. Est-ce qu'on a fait du safe? Est-ce qu'on a fait autre chose? Et donc, le passage à l'agile a des impacts importants sur un ensemble de dimensions. Ça va impacter l'offre. On parle peut-être plus de projet ou d'appli, on parle peut-être que de produits. Il va y avoir un impact sur les méthodes et les frameworks. On a parlé de Safe, de Scrum, de ce que vous voulez. On va avoir un impact sur les activités opérationnelles des équipes. Concrètement, elles font quoi les équipes et qu'est-ce qu'on va piloter en termes de suivi? Et puis, il va y avoir un impact sur l'organisation qui va changer sous forme de guildes, de squad, etc. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que d'un point de vue pilotage économique au travers du modèle SIGREF, on ne va pas essayer d'embrasser toutes ces dimensions. On va se focaliser uniquement sur celles qui ont un impact pour le fonctionnement d'un modèle économique, c'est-à-dire l'offre de la DSI, puisque c'est ça dont on veut piloter les coûts, bien entendu, et les activités opérationnelles qui servent à fournir les offres. Un modèle économique comme celui de SIGREF n'a pas vocation à prendre en compte l'organisation, puisqu'on veut justement être indépendant de l'organisation qui a tendance à évoluer beaucoup, et n'a pas non plus vocation à prendre en compte les choix en termes de framework ou de méthodes qui, là encore, peuvent varier d'une DSI à l'autre, et ce n'est pas l'objectif de s'y attarder. Et du coup, ce qui a été structuré dans le modèle SIGREF, dans sa version 2022 pour la partie agile, c'est le fait de définir quelques activités, mais un jeu volontairement réduit d'activités dédiées à l'agile. Et en fait, ce sont celles qui apparaissent en jaune qu'on a reprises juste là dans le haut de l'écran. Et ça concerne finalement très peu d'activités qu'il va falloir suivre dans une logique de time tracking, de suivi des temps des équipes. L'idée, c'est qu'on va idéalement essayer de suivre l'initialisation d'un product backlog, puis sa gestion courante. On va vouloir aussi suivre tout ce qui concerne l'intégration et le déploiement en mode continu, donc le CI/CD. Et puis, on va suivre une et unique activité relative à tous les sprints et toutes les itérations.
Et l'idée n'est surtout pas de forcer la main à des équipes agiles en leur disant on veut connaître le détail d'un sprint ou d'une itération et on veut savoir si tu as fait de l'évolutif, du correctif ou ce genre de choses, parce qu'on sait pertinemment que le mode agile n'est pas du tout adapté à ce genre d'approche. Et donc, on se contente d'avoir des saisies de temps relativement macro, c'est-à-dire que les équipes qui travaillent sur des itérations ou du sprint se contenteront de dire j'ai fait toute la semaine une seule activité qui était de l'itération. Ça concernait peut-être le projet Toto ou le produit Titi. Ça, c'est pas très important. Et justement, l'intérêt du modèle SIGREF, c'est qu'il va permettre d'utiliser en input ces notions de saisie-temps relativement macro, mais de les croiser avec d'autres informations qui pourront, par exemple, venir des backlogs que vous avez dans des Jira ou autres outils pour être capable de décomposer le temps et donc l'argent dépensé sur les sprints et les itérations avec, d'une part, ce qui a permis de créer de la valeur versus ce qui a été utilisé pour corriger du bug ou faire fonctionner l'existant, au travers de l'analyse des sprints ou des itérations sous la forme de user story qu'on peut qualifier en termes de fonctionnalité évolutive ou de bug. Et je te laisse peut-être compléter par rapport à ça, Benjamin, avant le schéma. Alors, il y a plusieurs points qui vont avoir un impact sur le pilotage d'activité. Alors, je rejoins le point de Joachim tout à l'heure. Dans la mesure du possible, il faut s'efforcer de mettre des dispositifs qui s'affranchissent du volet organisationnel. L'objectif dans un dispositif de pilotage d'activité, c'est pas forcément d'avoir quelque chose qui est très ancré avec l'organisation. On est plus focalisé effectivement sur les activités opérationnelles et puis éventuellement sur les méthodes ou les pratiques qu'on cherche à outiller. Néanmoins, l'organisation des équipes agiles, et parce qu'aussi on a besoin de produire des indicateurs, nous incite parfois à outiller dans les dispositifs de pilotage ce volet organisationnel agile. Et là, il y a plusieurs points que nous on observe et que je voudrais vous remonter sous forme de points d'attention. Le premier, c'est qu'on se rend compte que quand on a vraiment des équipes qui sont 100% agiles, ce qui n'est pas une généralité, c'est qu'on a beaucoup d'organisations dans lesquelles les équipes agiles sont constituées de personnes qui ne sont pas dédiées à 100% à l'agilité, qui finalement continuent à côté à travailler sur de la maintenance applicative, sur des projets qui ne sont pas dédiés à des sprints ou à des équipes agiles à 100%. Mais pour celles qui sont dédiées à 100%, il y a une question naturelle qui se pose de la pertinence même de la saisie des temps. Pourquoi on demanderait à des gens de dire j'ai travaillé toute la semaine sur un sprint? Donc ça, en tant que tel, c'est un sujet qui mérite d'être discuté et parfois on peut s'affranchir d'une saisie des temps sur certains volets organisationnels parce qu'on sait sur quoi ils travaillent. Le deuxième point qu'on observe, c'est qu'on est encore dans des processus de construction et de suivi budgétaire historiques dans beaucoup d'organisations qui sont mappés sur des logiques de projets qui vont être refinancés ou financés et facturés, alors que ce soit du showback ou du chargeback par les clients. Et du coup, on a besoin de connaître la quote-part de ces équipes agiles lorsqu'elles contribuent à la création de valeur sur des projets ou sur de la correction d'incidents sur du run, par exemple. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir dire sur un sprint, quand j'ai une équipe qui travaille et que sur ce sprint-là, sur une semaine donnée, elle a travaillé sur 3 évolutions pour tel projet, 4 bugs pour telle activité de run et 3 autres sujets sur 3 autres user stories pour un autre projet, on doit être capable de refacturer ça sur les projets parce que budgétairement, c'est eux qui portent souvent ces montants-là. Et donc là, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on demande aux équipes opérationnelles de déclarer elles-mêmes ce sur quoi elles travaillent en disant sur ce sprint-là, j'ai travaillé sur 3 user stories pour tel projet et 4 pour tel autre, ou finalement, est-ce qu'on essaye de remonter ça dans la chaîne de responsabilité au responsable de l'équipe agile, un responsable de tribu par exemple, pour que lui-même, à dire d'expert via une clé de ventilation, dise globalement sur les 2 dernières semaines, on a fait 30% de travaux pour ce projet-là, 40% pour cette activité de run et les 30% restants pour tel autre projet. Nous, le constat qu'on fait, c'est qu'on ne peut pas de toute façon demander aux équipes opérationnelles d'avoir ce niveau de détail pour une bonne et simple raison, c'est que c'est assez antinomique de leur demander un temps détaillé quand ils sont dans une logique de priorisation de backlog et dans leurs travaux quotidiens. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que de toute façon, in fine, les gens vont montrer ce qu'on va leur demander de mettre dans le système. Donc, on se rend compte que souvent, on a des directives qui sont données aux équipes qui leur disent attends, là, on n'a plus de budget, donc saisis 30% de ton temps là-dessus et 40% sur tel autre et le résidu sur autre chose. Donc, nous, on se dit plutôt que de faire faire par les équipes ce travail de détail qui n'a pas de valeur derrière d'un point de vue qualité de données, autant laisser la clé de ventilation à la main de quelqu'un qui a une connaissance évidemment des activités opérationnelles de ces équipes organisées en mode agile et qui peut lui-même, à dire d'expert, dire voilà, on a fait 30% là-dessus, 40% sur autre chose.
Donc, c'est important de bien mesurer ce point-là parce qu'on peut vite se confronter à des réticences des équipes si on leur demande d'être très granulaire. Et la reco qu'on fait avec Costhouse et voilà, ce sur quoi on conseille nos clients là-dessus, c'est d'avoir quelque chose qui soit assez macro et qui implique le moins possible les opérationnels qui sont vraiment organisés en mode agile. Merci Benjamin. Je te redonne la main. Et juste pour finir donc sur ce sujet agilité, le schéma qui est là, il vous présente précisément l'approche du référentiel SIGREF pour arriver à traduire dans les faits ce qu'on vient d'évoquer Benjamin et moi, c'est le fait que en haut, vous avez des trains qui, au travers de PI Planning, vont laisser s'opérer des sprints, des itérations, peu importe. En tout cas, cette analyse-là va permettre d'isoler des temps et donc des coûts par sprint ou par itération, sans plus de détails. Et inversement, sur le côté gauche, on aura une déclinaison des projets ou des produits, alors peut-être en épique, en feature, etc., peu importe, mais on sera capable de regarder les différents items qu'on va pouvoir qualifier en évolutif ou en correctif, et c'est ça qui va permettre de croiser l'information entre le coût des sprints, l'analyse évolutive-corrective, pour identifier le montant en termes de création de valeur versus le montant qui sert à garder la lumière allumée, comme on dit, donc la partie purement run liée au fonctionnement de la DSI. Et c'est là où, en fait, où on fait la liaison entre l'approche agile, où on a tendance à avoir une logique budgétaire en mode capacitaire, j'alloue 100 000 euros pour faire quelque chose, très bien, mais à la fin de la période, sur les 100 000 euros, j'en ai dépensé combien pour réellement créer de la valeur pour le métier et combien juste pour corriger ce qui ne fonctionnait pas ou maintenir en condition opérationnelle l'existant. Et donc ce modèle SIGREF va vraiment permettre d'apporter la réponse à cette question-là qui finalement est assez cruciale. Et je ne vais même pas jusqu'à la logique d'immobilisation, on en parle beaucoup dans le livrable SIGREF, c'est comment je vais pouvoir du coup immobiliser mes assets que j'ai créés dans une logique agile, puisqu'on n'est pas dans une approche où je livre un projet finalisé, on est dans une approche séquentielle où on a des itérations et qu'au fur et à mesure, on pourrait, sur un mode trimestriel, décider de créer des assets que l'on immobilise. Voilà pour la partie agile. Je vois le temps qui tourne. N'hésitez surtout pas à poser vos questions au fil de l'eau si vous en avez, et on se fera un plaisir d'y répondre. On va aborder le dernier volet et garder un temps d'échange. Le dernier volet, qui est un point important du modèle SIGREF, c'est celui du pilotage de l'empreinte carbone. C'est d'autant plus important que pendant des années, le modèle SIGREF s'appelait modèle d'analyse et de benchmarking des coûts IT, et on a renommé le modèle dans sa version 2022 pour l'appeler modèle de pilotage économique et écologique de l'IT. Alors, de quoi on parle ? On parle tout simplement du fait qu'on est aujourd'hui dans une situation où l'empreinte carbone, gaz à effet de serre de l'ensemble des activités humaines prend une importance croissante, et les DSI ont un rôle particulier à jouer, parce que d'une part, quand on informatise des process, on peut considérer qu'on va concourir à une baisse de l'empreinte carbone de choses qui étaient faites différemment avant, mais en même temps, l'augmentation de la digitalisation de l'ensemble des activités a une croissance forte sur l'IT et donc a aussi une empreinte carbone importante. Et le schéma qui est sur cette slide, il présente quoi ? Il présente le fait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de DSI qui vont intégrer la dimension émissions de gaz à effet de serre comme un critère de choix vis-à-vis de leurs fournisseurs. C'est-à-dire que vous, en tant que DSI, vous allez dire, je vais plutôt prendre du IaaS, des VM dans un data center situé en Irlande parce que l'empreinte carbone est meilleure que si je le prenais en Pologne où là, j'ai des centrales à charbon. Je prends des exemples qui ne sont peut-être pas les bons, mais c'est juste pour illustrer la chose. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les DSI regardent leurs fournisseurs en intégrant dans leurs appels d'offres la dimension carbone. Et demain, et ça commence d'ailleurs dès maintenant, les clients de la DSI, c'est-à-dire les métiers d'entreprise ou les filiales de l'entreprise, vont s'adresser au DSI en disant très bien, le service que tu me mets à disposition, non seulement je veux connaître son coût complet, mais je veux aussi connaître son empreinte carbone. Et donc la question que la DSI pose à leurs fournisseurs, ils se retrouvent avec la même question qui leur est posée par leurs clients. D'où la nécessité d'avoir un moyen, un mécanisme qui va permettre d'aller mesurer et donc piloter l'empreinte carbone des services. Et c'est là qu'intervient le référentiel SIGREF. Juste pour donner quelques grands éléments très très simples, on ne va pas rentrer dans tous les détails, là encore il nous faudrait une journée entière, mais et peut-être que c'est des choses que la plupart d'entre vous connaissent déjà, mais un bilan carbone, aujourd'hui, il est structuré en trois grands scopes. Le premier qui concerne les émissions directes,
Et donc, c'est les combustibles qui sont brûlés par l'activité dont on parle. Et en l'occurrence, quand on est sur une DSI, ça se limite au gasoil qu'on met dans les générateurs de secours des data centers. Donc, c'est quelque chose de relativement circonscrit. Le scope 2, lui, il est plus important, c'est toutes les émissions indirectes liées à l'énergie. Et en particulier, on va retrouver là toute l'électricité consommée par l'usage de l'IT, mais surtout par les data centers. Et là, il y a une vraie importance parce qu'on verra dans des exemples après, l'impact écologique de l'électricité est extrêmement variable d'un pays à l'autre selon la nature des centrales que l'on met en œuvre. Et le dernier scope, ce sont toutes les autres émissions. Ça veut dire que dans ce dernier scope, on va retrouver les émissions liées au matériel, au logiciel, au personnel, que ce soit des fournisseurs en prestation ou du personnel interne. Et donc, ça va prendre en compte toutes ces émissions liées à ce que je viens de citer. Et on va se retrouver dans une logique, finalement, où dans un modèle d'allocation, le bilan carbone correspond à l'étage des ressources, de la même façon que le bilan comptable, lui aussi, correspondait à l'étage des ressources. Juste pour donner aussi quelques notions, vous allez entendre parler de ça, notion de facteur d'émission, c'est-à-dire que quand on essaye d'estimer les émissions équivalent carbone ou gaz à effet de serre liées à une activité, on va en général s'appuyer sur ce qu'on appelle un facteur d'émission, qui va convertir une unité d'activité en émissions de gaz à effet de serre. Et pour donner quelques exemples, vous avez en bas à gauche les émissions gaz à effet de serre liées à l'électricité. Et là, les chiffres sont assez éloquents. Pour vous donner les ordres de grandeur, en France, 1 kWh correspond à 60 grammes de carbone. Vous avez la même chose en Australie ou en Inde, 1 kWh, 900 grammes de carbone, fois 15. Donc, vous voyez l'impact, c'est-à-dire qu'entre une électricité française à base de nucléaire, qu'on peut apprécier ou pas, c'est un autre débat, mais je ne rentrerai pas dedans. En tout cas, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, on est à un ratio 15 par rapport à certains autres pays, et donc ce n'est pas du tout anodin. Et puis ensuite, sur la droite, on a mis quelques autres exemples où là, on va s'appuyer sur des facteurs d'émission monétaires, c'est-à-dire qu'on ne sait pas avoir quelque chose de forcément très, très dédié, très fin. Donc, on va s'appuyer sur une conversion euro-carbone. Une dépense d'1 euro de logiciel, en général, c'est entre 50 et 200 grammes de carbone. Un serveur, c'est autour de 300-400 grammes. Et quand on est sur le salaire des personnes, entre 100 et 150. Alors, d'où viennent les variations? On a des éditeurs de logiciels qui sont plus ou moins sobres, et on va prendre le bilan carbone complet d'un éditeur et regarder quelle est la nature de ces émissions qui peuvent être liées à ces activités, y compris est-ce que les gens se déplacent en jet privé, ça paraît anodin, mais ça a un impact, et donc ça permet de calculer ce genre de ratio. Et maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce que va apporter le modèle SIGREF dans cette logique? C'est le fait d'être capable finalement de transposer tout ce qui a été construit depuis des années dans une logique de pilotage économique pour en faire un pilotage écologique. Sur ce schéma, vous retrouvez en haut du schéma ce qu'on a expliqué sur les mécaniques financières. C'est-à-dire qu'on va injecter dans ce modèle les données euros dans une vision compte de résultat, par exemple, qui vont nous permettre de connaître les coûts unitaires des activités ou des infras, les coûts complets des services mis à disposition, et puis les coûts IT par métier si on voulait les refacturer. Maintenant, ce que l'on fait, c'est que plutôt que d'injecter dans le modèle des euros, on va injecter les émissions de gaz à effet de serre issues du bilan carbone. On va prendre ça exactement sur les mêmes rubriques en disant j'ai du personnel, c'est quoi ces émissions carbone? J'ai du matériel, on va prendre l'analyse cycle de vie des équipements, on va la lisser sur sa durée de vie. On va prendre les logiciels, on va prendre les télécoms, le cloud, bien sûr. Et donc, on va, avec les calculettes carbone des grands fournisseurs de cloud, on va regarder les émissions liées aux abonnements de IaaS, de PaaS, etc. Et en injectant ça dans le modèle, on va être capable finalement de mesurer les émissions carbone des activités, mais aussi les émissions complètes carbone par service. C'est-à-dire qu'on sera capable de dire le service SIRH, pour gestion de ressources humaines, on va savoir quel sera son coût complet et quelles seront ses émissions en kilogrammes carbone, sachant que tout ça n'est évidemment pas linéaire. C'est-à-dire qu'on peut avoir, c'est pas une proportionnalité, c'est-à-dire que suivant la façon dont on rend le service, il peut coûter très cher et émettre peu de carbone ou l'inverse. Et donc, avec ce modèle, on va être capable de donner une lecture aux métiers des coûts complets des services et de leurs émissions carbone, ce qui va leur permettre à eux d'avoir des actions d'optimisation. Quand on dit à une entreprise, il faut limiter les émissions carbone liées à l'IT, le premier réflexe, c'est de dire je vais éteindre les écrans le soir et puis je vais avoir ce genre d'approches qui sont évidemment utiles et efficaces, mais qui sont limitées en termes de spectre. Là, on va pouvoir agir sur l'usage, c'est-à-dire qu'on va se dire tiens, j'ai un service qui émet beaucoup de carbone. Une des manières de réduire, c'est soit de limiter l'usage, est-ce que j'ai vraiment besoin de ce service autant que je l'utilise? Et deux, si j'en ai besoin,
on va pouvoir creuser grâce au modèle la structure qui fait qu'on va voir pourquoi il y a beaucoup de carbone. Peut-être qu'il y a beaucoup de carbone parce que justement, on tourne sur un data center qui est à un endroit où c'est pas idéal, ou qu'on utilise une infra qui est très polluante, et donc il y a peut-être des manières de faire les choses différemment, et le modèle va permettre cette analyse pour prendre les bonnes actions d'optimisation de l'empreinte carbone, de la même façon qu'on va avoir les bonnes actions d'optimisation des coûts. Et au final, on va avoir une double analyse euro et carbone, et avec des KPI financiers qui vont aussi devenir des KPI environnementaux en termes de carbone. Et c'est ce qu'on finit par sur cette slide de synthèse, de montrer qu'on va avoir ce modèle basé sur le référentiel SIGREF pour cette double analyse euro et carbone, avec des données financières, des données carbone, des données techniques, et tout ça va avoir naturellement un impact sur la gouvernance et la gestion des portefeuilles pour gérer ces nouveaux KPI et les piloter. C'est ça. Ouais, effectivement, sur les impacts en gestion de portefeuille et sur la gouvernance, ça amène plusieurs éléments. Le premier, c'est que les émissions carbone deviennent souvent des axes dans un plan stratégique. C'est quelque chose qui doit être mesuré et qui est pris comme tel dans pas mal de schémas directeurs IT qu'on voit. Ça nécessite de piloter des KPI carbone. Alors, il en existe déjà un certain nombre, parce qu'on a déjà aujourd'hui dans la littérature, au-delà du portefeuille, de la gestion de portefeuille d'activité, dans la gestion de portefeuille de valeurs mobilières, enfin d'actions ou d'obligations, il y a déjà un certain nombre de KPI qui sont déjà positionnés sur certains fonds pour mesurer l'impact carbone de tel ou tel fonds ou de telle ou telle entreprise. Donc, il y a déjà des KPI qui existent, empreinte carbone totale, émissions financées, intensité carbone, enfin voilà, il y en a un certain nombre. Donc ça peut influencer ce que vous allez mettre dans vos structures de portefeuille. Ça peut influencer aussi vos critères de priorisation et de scoring des demandes métiers. Quand vous avez une demande métier qui est émise, un des critères d'évaluation va être parmi d'autres l'impact carbone de la demande, de son traitement, de la délivrance du service ou du produit qui est créé derrière. Et puis, ça peut amener aussi une réflexion sur la comitologie qui peut exister dans vos organisations, et notamment sur des gates de validation dans certains pans méthodologiques. On peut tout à fait imaginer, comme on l'a sur la sécurité ou sur l'architecture, avoir des gates de validation avec des experts qui, à un moment donné, viennent se positionner et donner leur go, leur no-go, leur recommandation par rapport à ce sujet qui est l'empreinte carbone derrière. Donc, on voit bien que ce sujet, il est évidemment sur l'analyse des coûts directement, des émissions, mais également sur la partie gouvernance et gestion de portefeuille. Voilà ce qu'on souhaitait. Alors, on a dépassé un tout petit peu le timing, mais il y avait beaucoup de matière. Voilà ce qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui. Vous pouvez nous poser des questions si vous en avez dans le chat. En sortie de cette présentation, nous, on vous enverra de toute façon un lien et un questionnaire qui nous permettra évidemment d'améliorer ce type de webinaire derrière. Et vous pourrez assister au replay directement également, vous le recevrez en automatique derrière. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser donc en bas à droite dans l'onglet questions, et on va prendre un peu de temps pour y répondre. On peut attendre 2 minutes, voir si vous en avez. Merci en tout cas pour votre participation et assiduité. Vous êtes assez nombreux à avoir été connectés. Et s'il n'y a pas de questions, on ne va pas faire durer le plaisir, mais on se tient à votre disposition. Vous aurez nos coordonnées de toute façon, et on sera ravis d'échanger avec vous si vous voulez creuser ces sujets-là dans vos organisations. Merci à tous et bonne journée. Bonne journée à tous. À bientôt.